L'idée maintenant, c'est de parler du spectacle intitulé The Show Must Go On. Le spectacle doit continuer en français. Et j'ai invité Yvan Chapuis à être mon interlocutrice sur ce spectacle. Et donc le procédé, c'est que en même temps qu'on va parler, on va regarder le spectacle qui a été filmé l'été dernier, donc en 2007 à Vienne, au Volkstheater. Donc ça va peut-être nous permettre de nous appuyer des fois sur ce qu'on voit. Voilà, donc je le mets en route et on voit ce qu'il va se passer. Donc ça, c'est le public qui attend, comme d'habitude au théâtre. Hein. Là, ils s'éventent, ils ont des éventails parce qu'il fait très chaud. On est au mois d'août à Vienne. Et voilà, le spectacle va... Voilà, hein, et on voit tout le public qui s'évente avec les... Ah, même ils ont des éventails, oui, parce que je pense qu'il faisait tellement chaud que le festival a dû leur acheter des éventails. Et là, en guise de feuilles de salle. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais c'est une bonne idée, ça. Voilà, la lumière se baisse. Hein, et le spectacle va commencer. Or, il ne commence pas vraiment, puisque la lumière sur la salle se baisse et normalement, dans la logique habituelle, la lumière sur la scène arrive. Or là, la scène reste noire et on entend seulement cette chanson de West Side Story qui est Tonight. Tonight, Tonight. Donc ça, c'est la première chanson que j'ai choisie. Et qui dit rien d'autre que le temps dans lequel tout le monde est à ce moment-là, ce soir. Donc moi, l'idée que j'ai... Pourquoi j'ai eu cette idée d'utiliser des chansons pop, même si celle-là, elle est un peu... Elle n'est pas vraiment pop, c'est parce que... j'avais été invité à travailler, cette pièce, j'avais été invité à travailler en Allemagne pour une compagnie de danse et de théâtre. Et je voulais travailler avec les deux catégories de cette compagnie qui étaient les danseurs et les acteurs. Et je m'étais dit, mais comment travailler avec ces deux praticiens différents? Et idiotement, je m'étais aperçu, j'avais posé comme hypothèse, un peu réductrice, que les danseurs étaient reliés à la musique et que les acteurs étaient reliés au texte. Et il se trouvait que la chanson avait ces deux qualités, la musique et le texte. Donc c'est pour ça que j'ai construit ce spectacle à partir de chansons que j'ai vite choisies très populaires. Très populaires parce que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un matériel, d'utiliser un matériel qui appartenait à tous, c'est-à-dire autant aux acteurs qu'aux spectateurs. Donc j'ai fait des recherches pendant plusieurs mois et je regardais sur Internet le nombre de ventes de disques de ces chansons. Et il fallait qu'elles atteignent un certain nombre de millions pour être sûr que ces chansons étaient partagées principalement par les spectateurs. Hein. J'aurais pu faire une pièce sur je vous donne le contre-exemple, sur la musique carnatique du 5e siècle du sud de l'Inde. Peu de gens auraient pu
enfin, ça aurait été un matériel éloigné de leur, sauf peut-être en Inde, dans le sud de l'Inde et encore. Voilà, donc là, c'était un des enjeux très très importants de la pièce, de ne pas en savoir plus que les spectateurs. Et principalement, donc, ces chansons, hélas ou pas hélas, peu importe, c'est un fait, elles sont en anglais, puisque la domination culturelle depuis 1945 est principalement anglo-saxonne. Justement, j'ai une première question. Le spectacle est donc construit sur un enchaînement de 18 chansons, je crois, populaires, qui sont données à entendre dans leur intégralité. Donc il y a une liste comme ça de 18 chansons dont les paroles vont déterminer l'action. Exactement. Que ce soit l'action des danseurs, en tous les cas l'action de ce qui se joue sur scène, la lumière et la chorégraphie. Forcément, la question se pose des critères d'élaboration de cette liste. Des choix. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui a présidé au choix de ces 18 chansons? Pourquoi ces 18-là? Et alors, évidemment, ce sont des chansons populaires que tout le monde connaît. Il y en a qui ont une vraie qualité musicale. Il y en a d'autres qui sont très très mauvaises, que je déteste. Qui sont mauvaises. Je les ai choisies aussi pour ça. Voilà. Ouais. Ma question, c'est comment c'est élaboré le choix? Est-ce qu'il a présidé avant même? Tu avais un certain nombre de critères qui t'ont permis d'aller à la recherche de ces musiques, ou est-ce que c'est dans le cours de l'élaboration de la pièce que tu es allé les chercher? Est-ce que c'est les deux à la fois? Les deux, mais quand même quand je commence à travailler avec je vais utiliser le mot acteur parce que finalement je l'ai pas fait pour cette compagnie allemande parce que j'avais des problèmes artistiques avec eux. J'ai fait un workshop à Amsterdam et je n'ai même pas choisi ces gens-là. Et on a travaillé pendant 10 jours. Et à la fin du workshop, je les ai tous engagés pour faire partie de la compagnie. Alors certains, je ne connaissais même pas leur nom. Mais quand j'arrivais à Amsterdam, j'avais déjà choisi les chansons et surtout leur ordre. Ensuite, il y a eu quelques discussions, il y avait des choses un peu faibles, certains ont eu des meilleures idées, donc on a remplacé les chansons. Mais pourquoi j'ai choisi ces chansons-là? Voilà, la réponse, elle est dans ce qu'on voit. On a vu la première scène et Tonight, on reste dans le noir, c'est la nuit. Et là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est la scène qui s'éclaire très doucement sur la longueur de la chanson. Et cette chanson, c'est Let the Sunshine In, de la comédie musicale Fame. Donc, Tonight, on est dans le noir, c'est le soir, on est au théâtre, c'est le soir, c'est normal. Et maintenant, Let the Sunshine In et la lumière monte sur scène. Progressivement. Donc, pourquoi j'ai choisi les chansons? C'est pour raconter le spectacle. Rien d'autre que ça. J'avais fait le dernier spectacle, donc je m'arrêtais, et qu'est-ce que je fais après? Avec la parenthèse de Xavier Leroy, qui me permet de me remettre au travail et de réfléchir à comment continuer, je vais essayer de recroire dans le spectacle, dans la représentation. Donc, toute l'idée du spectacle, c'est de redécrire ce processus que je trouve toujours mystérieux de la représentation scénique. Et je vais l'étirer au maximum
Ce qui aurait dû se passer en 30 secondes, c'est-à-dire le noir sur la salle, la lumière sur la scène, vont prendre 8 minutes à la place des 10 secondes que ça prend d'habitude. C'est ça, en fait, tu prends tout le temps pour que les choses adviennent ou pour que le spectacle se construise. Voilà. Et pour que le spectateur ait le temps d'une certaine manière, de la compréhension de ce qui est en train de se construire. Voilà, et de se rendre compte des codes, de ce code quand même. On éteint la salle, on allume la scène, ce sont des choses que plus personne n'interroge. On dit oui, c'est comme ça, et tout le monde a l'habitude, et effectivement, c'est pas mal de commencer comme ça. Mais là, je les tire de telle manière que j'espère que le public va se rendre compte de ce code-là. Et de se rendre compte de ce qui est en jeu dans ce passage incroyablement signifiant. Je suis dans la lumière, j'attends, tout d'un coup, je m'évente, je parle avec mes voisins comme on l'a vu, et tout d'un coup, je disparais, hein, je suis plongé dans le noir, et apparaît sur la scène les acteurs. Voici donc d'ailleurs la scène où ils apparaissent, au son de la chanson « Come Together » des Beatles. Venir ensemble, les acteurs de la pièce apparaissent. Au bout, là, de 12 minutes. Ce qui est quand même, normalement, on va au théâtre pour voir les acteurs. Et une scène vide n'a que peu d'intérêt. Or là, j'ai tout retardé pour juste mettre en exergue ce processus qui me semble extrêmement... signifiant pour ça. Qu'est-ce que je suis venu faire là, moi, en tant que spectateur? Je voudrais revenir juste un peu avant. Tu as évoqué le dernier spectacle, oui, qui était ta 4e pièce, je crois. Exactement. Ensuite, il y a eu la parenthèse de Xavier Leroy, voilà, et arrive The Show Must Go On. Néanmoins, il y a quand même ce spectacle qui s'appelle Le Dernier Spectacle, oui, et qui pose cette question, à savoir est-ce que c'est le dernier spectacle? Et tu dis qu'avec The Show Must Go On, tu t'es remis au travail. Donc il y a vraiment eu une interruption entre le dernier spectacle et le Show Must Go On, si je ne me trompe pas. Et la question que j'ai, c'est à travers les 4 pièces, c'est-à-dire Nom donné par l'auteur, Jérôme Bel, Shortologie et le dernier spectacle, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu avais fait le tour de ton projet? Jérôme Bel est vraiment emblématique de ton projet, où on voit apparaître les divers éléments qui constituent un spectacle de danse, à savoir la musique, la lumière, les acteurs, l'auteur, qui est indiqué à travers le titre. Et finalement, quel serait l'élément du spectacle de danse que tu n'aurais pas exploré et mis en forme, mais que tu as mis un certain temps peut-être à te dire qu'il fallait que tu explores cet élément-là, qui est l'élément manquant. Et moi, la question que je me pose, c'est si cet élément-là dans The Show Must Go On, c'est pas le public. Enfin, j'ai le sentiment que tout le Show Must Go On est... Je t'écoutais, c'était un peu long comme ça, je me disais où est-ce qu'elle veut en venir, mais effectivement, je crois que tu as tout à fait raison. Si tu veux, ce que je me suis aperçu, je pouvais travailler de mon point de vue conceptuellement avec les acteurs sur ce que c'était, ce que je voulais faire, ce qui était intéressant de développer sur une scène, mais avec les tournées de ces 4 spectacles, je me suis aperçu qu'il y avait un des éléments les plus incroyablement présent et important, qui était le public. C'est un élément constitutif du spectacle de danse. Et de toute œuvre d'art, d'ailleurs. Exactement. Absolument. Notre ami Marcel Duchamp en a déjà parlé. Effectivement, là, c'est... D'ailleurs, regarde là. C'est intéressant, les images, on voit 2 personnes de second plan qui sont montées sur scène, là. Oui, ils ne font pas partie du spectacle. Et d'ailleurs, tu peux le voir. Ils sont un peu, tu vois, ils n'agissent pas exactement. Ils se moquent, ils sont souriants, ils parlent. Donc là, c'est évident que le show must go on et
l'enjeu principal, et pourquoi j'ai décrit le choix des musiques populaires en disant ça appartient aux spectateurs, ces musiques appartiennent. Nous, sur scène, n'en savons pas plus que les spectateurs. Je pense que The Show Must Go On est peut-être, c'est pour ça qu'il revient, parce que cette fois-ci, je tends la main aux spectateurs. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisqu'il monte sur scène. Alors qu'avant, je ne les considère pas. Et d'ailleurs, tous mes spectacles sont des échecs publics, jusqu'à Show Must Go On. Show Must Go On, disons qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la pièce et des gens qui la détestent. Mais c'est une pièce qu'on appelle lourde, puisqu'il y a 20 personnes sur le plateau, donc, et qui est faite pour des grands théâtres. Donc on peut appeler un grand public. Là, en l'occurrence, il y a 1400 personnes dans la salle. Et il y en a 2, mais ça peut être les 40, comme ça arrivait parfois, qui montent sur scène aussi dès la 15e minute du spectacle, qui se disent « on peut le faire ». Effectivement, vous pouvez le faire. Ce qu'ils font là, rester tranquillement debout sur scène, ça leur appartient. Et les gens se sentent aussi entourés par cette musique qu'ils connaissent, ne sentent pas de différence. Hein. Donc de différence entre la scène et la salle. Or c'est effectivement ça que j'essaie avec The Show Must Go On. Hein, c'est-à-dire de me rapprocher d'eux. Ça c'est un peu inconscient parce que a priori quand je le dis ça me plaît pas beaucoup. Je dis me rapprocher des gens, ça m'intéresse pas. Oui, enfin plutôt que se rapprocher, enfin moi une des choses qui m'a beaucoup plu dans le Show Must Go On et qui est d'ailleurs pour moi un critère d'évaluation d'un travail scénique, qui est la place qui est faite à celui qui la regarde. Et dans le show, il y a divers éléments tout au long du spectacle qui nous donnent de l'espace. Ouais. Après, est-ce que c'est un espace à investir physiquement, comme ces personnes qui vont monter sur scène, ou est-ce que c'est un espace à s'approprier mentalement sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder et qu'est-ce qu'on est en train de danser. Elle s'approprie totalement, elle monte sur scène et elle a compris ce qui se passait. Et alors là, par contre, Cookie parle à la personne, parce que là, c'est l'interruption de la scène. Hein, on va mettre un autre disque. Et elle leur explique gentiment qu'il vaut mieux qu'ils partent, qu'ils sont très sympathiques, on le fait gentiment, mais que c'est un spectacle. Et c'est un spectacle. Je ne fais pas ça dans un loft, je ne fais pas un happening dans un garage. Nous sommes dans le Volkstheater, on est dans un théâtre immense, comme on l'a vu au début, rouge et or. Et la loi, c'est celle du théâtre occidental. Le contrat avec le spectateur, c'est le théâtre occidental. Je suis dans le noir et je vous regarde et je me tais. À la fin, peut-être je peux dire ouh, etc., ou ne pas applaudir ou partir. Mais bizarrement, malgré ce contexte du contrat occidental, enfin de celui d'être spectateur, plein de spectateurs ont franchi régulièrement ce que Régis Debray appelle la rupture sémantique. C'est-à-dire, ce qu'il se passe sur scène est différent de ce qui se passe dans la salle. Hein, c'est une représentation. Ils ont payé leur place, on est dans un festival tout à fait institutionnel. Cependant, c'est sûr que l'enjeu, c'était le spectateur, c'était sa présence, et sa relation à la représentation. C'est vrai que j'ai joué avec cette limite. Et je peux comprendre, au début j'étais très choqué, après ça fait maintenant 7 ans qu'on tourne ce spectacle, maintenant je peux comprendre que les gens, cette limite-là, ils la franchissent parce qu'elle est plus, comment on appelle ça, smoothing, je ne sais pas comment on appelle ça, on peut la traverser plus facilement qu'un acteur qui agit comme si vous n'étiez pas là. Or, eux, leurs indications, c'est toujours
de savoir qu'ils sont sur scène et qu'il y a 1000 personnes qui les regardent. Ils ne sont jamais avec un quatrième mur. Hein, et ils le font pour eux. Là, par exemple, cette scène, c'est précisément pour les spectateurs qu'ils le font. Ils font des idioties. La musique, c'est I Like to Move It. C'est absolument, la chanson est stupide. La scène est ridicule. Mais c'est exactement ce que les gens attendent. I Like to Move It, donc ils choisissent une partie de leur corps ou de ce qu'ils ont, de leur habit, et ils le bougent, et ils montrent qu'ils l'aiment. Donc ils sourient. Et ça, c'est la scène qui a le plus de succès dans le spectacle. Tout le monde rigole, et c'est vrai qu'elle est très drôle. C'est qui cet homme qui bouge son ventre? Ça, c'est un acteur de Hambourg. D'accord. Voilà. Lui, il est assez imposant comme ça. Il a choisi de bouger son ventre, ce qui déclenche l'hilarité générale des spectateurs. Donc là, c'est... au contraire, je joue... Mais moi, je pensais que la scène était extrêmement critique. Or, pas du tout. Les gens la prennent avec une joie non dissimulée. Et maintenant, j'en suis ravi, si tu veux. Mais j'étais le premier surpris. La scène, moi, je croyais que ça devait être la scène la plus méchante du spectacle. Elle est méchante, et d'ailleurs, ça fait partie d'une des questions que je voulais te poser. Elle est très méchante à l'égard de la chanson. Et d'une certaine manière, elle est extrêmement critique à l'égard d'une certaine musique. Oui. Et j'ai une question. Mais ça, mon enjeu, il n'est pas tellement par rapport à la chanson. Moi, je voudrais. Quelle relation t'entretiens avec ça déborde le show, hein, avec la culture populaire. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une lecture critique de la culture populaire, et là, en l'occurrence, de la musique. Mais il y a aussi une véritable attirance pour cette musique-là. Exactement. Non, il y a quelque chose de très contradictoire avec la culture populaire que j'ai. Et que tu partages avec des tas d'artistes, d'ailleurs. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, Oui, si tu veux, ça n'est pas un rejet. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, jamais rien n'est ni noir ni blanc. Enfin, je trouve toujours les choses plus complexes que ça. Et la musique populaire, en l'occurrence, ça dépend de mon moment de ma journée. Je veux dire, ou comme la télévision, par exemple. Je peux choisir. C'est pour ça que je ne suis pas contre la télévision. Je ne suis pas contre la musique populaire commerciale. Parce que elle peut me donner des choses, elle peut me détendre, elle peut me faire oublier, par exemple la télévision. Si je suis fatigué après avoir travaillé toute la journée et tout ça, le soir j'aime bien regarder une sombre merde. Parce que c'est fait pour ça, je pense plus, je suis dans une chose très très simple, où je connais je sais comment ça se fait, j'ai pas à réfléchir, et voilà. Et elle te nourrit aussi. Et elle me nourrit, absolument. Elle te constitue. Absolument. Je ne peux pas mépriser ce type de musique, puisqu'elle me fait... elle me repose, ou elle me donne de l'énergie pour danser, tout bêtement, tu vois, comme ça, où je fais la cuisine, et il y a une musique que j'aime bien, et ça m'aide à faire la cuisine. Et puis, il y a un petit côté... côté midinette aussi. Mais en même temps, au même titre que ce que tu fais avec le dispositif de la scène, de la même manière que tu interroges le spectacle de danse, c'est-à-dire vraiment tu le prends comme un objet à disséquer et à interroger en même temps que tu le produis. Exemple, la culture populaire, c'est aussi quelque chose que tu dissèques. Enfin, oui. Que ça soit Chartologie ou que ça soit le Show Must Go On, moi, c'est une des lectures intéressantes de ton travail, c'est que ce sont des choses que tu nous fournis un certain nombre d'outils pour percevoir aussi bien un spectacle de danse que la musique populaire. C'est-à-dire que là, les chansons viennent ordonner les actions. Ce sont les paroles des chansons qui décident. Par exemple, là, la chanson c'est Ballerina Girl, et donc tous les garçons sont partis, il reste que les filles qui font
le spectacle de danse par excellence, le ballet. Et c'est une chanson populaire de Lionel Richie, A Ballerina Girl. Et les gens attendent ça aussi. Enfin, le ballet fait partie du spectacle de danse. C'est pour ça que je ne pouvais pas résister à cette chanson, même si elle est épouvantable. Et surtout, aussi, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que très peu des actrices là sont des danseuses. Et elles dansent un ballet catastrophique, puisqu'elles n'ont pas la technique pour le faire, à part la première en rouge qu'on a vue avant. Donc, le spectacle de danse, il est mis à la question. Il est mis... Pourquoi je représente ça? Pourquoi j'ai choisi du ballet? Parce que c'est un cliché, comme ces musiques. On les reconnaît, donc on n'a pas besoin de s'intéresser si c'est bien ou pas. Mais par contre, pensons, il faut se demander pourquoi il est là, dans un spectacle d'un soi-disant chorégraphe contemporain, dans un festival de danse contemporaine, avec en plus des gens qui sont des gens qui sont plutôt intéressés par le contemporain, la danse contemporaine, et qui voient un ballet. Un ballet, évidemment, qui est un échec total. Mais c'est parce qu'il a un échec qui permet qu'on voit bien que ce n'est pas ça le but. Et que donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, puisqu'il va à l'encontre de la réussite. Hein, il est une catastrophe. De toute façon, ce spectacle est une catastrophe. C'est pour ça que les gens ont demandé à se faire rembourser. Toutes les promesses du spectacle de danse ne sont pas accomplies. On essaie et on échoue. Qu'est-ce qu'il fait là Donc là, c'est le DJ qui a donc mis la musique, qui met une musique de Tina Turner qui s'appelle Private Dancer, et donc il se permet à son tour de franchir la limite et de monter sur scène pour danser sur Private Dancer de Tina Turner. Ce qui était intéressant, c'était de donner un solo, encore un des moments classiques du spectacle de danse, le solo. Donc je dis qui est-ce que je vais prendre pour le solo, puisque je ne veux pas choisir parmi le groupe, puisque je ne veux pas faire de différence dans le groupe. Je veux qu'ils soient tous unis et que le solo est problématique par sa pure forme. C'est-à-dire je choisis un qui est supposé être meilleur que les autres. Or, je décide d'envoyer le technicien qui, lui, ne sait pas danser, encore moins que les autres. Donc, il y a le solo, ok, on respecte le cahier des charges du spectacle, et il est nul. Il est encore plus faible que tous les autres qu'on a vus avant. Vous savez, je mine continuellement pour affaiblir la scène, ça a été quand même ce que je me suis aperçu, pour affaiblir la scène et pour donner plus de force, pour employer cette opposition, aux spectateurs. Et la stratégie, en t'écoutant parler, c'est ce dont je me rends compte, c'est que tu fais prendre en charge à la musique les décisions. Exactement. C'est-à-dire, pourquoi mettre de la danse classique ou du ballet sur une scène? C'est pas Jérôme Bel qui le décide, c'est la chanson populaire, c'est un cliché, ça fait partie de notre culture, et ça te permet de le mettre là. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la danse de groupe au solo? C'est pas le chorégraphe qui en prend la décision, c'est la musique populaire. C'est ça. C'est-à-dire, c'est nous tous, puisque cette musique nous appartient à tous. Il n'y a pas... Moi, je disparais. J'essaie de ne plus être là. Ces musiques, tout le monde a fait une fête chez lui et a mis des CD l'un après l'autre. Et on a dansé comme ceci ou comme cela. Là, c'est un peu plus pointu parce qu'on est dans un contexte d'un théâtre. Mais ces chansons-là, elles pourraient... on les a choisies, mais tout le monde aurait pu les choisir. Et ça... Voilà. Et moi, je disparais au profit aussi, je pense, du public. C'est vraiment cette...
Là, c'est la atroce scène, donc encore une. Donc la Macarena, le DJ après avoir fait son solo, mais Macarena, célèbre danse populaire des années, 90, il me semble. Et je demande à toute la compagnie, puisqu'ils font tous la même chose du début à la fin, de danser, on peut dire, une des danses les populaires les plus sophistiquées. Et je crois qu'il y avait un critique qui avait dit ça. Il avait dit qu'il faut se rendre compte quand même que dans Jérôme Bel, la chose la plus travaillée, la plus chorégraphiée est la Macarena. D'un point de vue chorégraphique. Une chorégraphie qui ne t'appartient pas. Et qui ne m'appartient pas, qui appartient encore absolument à tout le monde. Et là, il y a une dérogation à la règle, en revanche, qui se produira à d'autres reprises, je crois, dans le spectacle, qui est que ce ne sont pas les paroles des chansons qui déterminent les actions, mais plutôt l'image à quoi renvoient ces chansons-là. Exactement. Donc, je fais un choix très très clair dès le début, c'est-à-dire que à quoi je m'intéresse principalement dans ces chansons? Je m'intéresse au texte et non pas à la mélodie, non pas à l'ambiance que peut procurer la mélodie. Et cependant, il y en a certaines dont le texte et la représentation visuelle ne sont pas cohérentes. La Macarena, c'est « donne ton corps à la joie ». Dar tu cuerpo a la alegría. Ils ne sont pas du tout joyeux parce qu'effectivement c'est éreintant de faire ça pendant 4 minutes. Donc petit à petit, là on voit les traits tirés de Marie-Louise, qui commence à en avoir marre et je la comprends. Le spectateur aussi en a marre. Hein. La scène est très déceptive. Parce qu'on se dit voilà, enfin quelque chose, il danse, je connais, et ça dure 4 minutes. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et là, il y a quand même un regard extrêmement grinçant, oui, une véritable ironie sur... c'est la même chose que sur I Like to Move It. Sur ce que peut produire certaines formes populaires. Hein. Voilà, une musique commerciale et de qu'est-ce que c'est la physicalité de qu'est-ce qu'on demande aux gens on va vendre ce disque en leur proposant une physicalité, quelques mouvements à faire, et aussi, ce qui est très important avec cette danse-là, c'est qu'elle se danse en groupe. Hein. On met ça dans une boîte et tout le monde fait ça et jouit de cette communauté. Et ça m'intéresse beaucoup. Ce mot, je ne l'ai pas encore prononcé dans notre entretien. C'est la communauté. La communauté des danseurs, c'est 20 personnes qui représentent la communauté, là, en l'occurrence des 1400 personnes qui regardent ce spectacle. Nous sommes 2 communautés face à face, et pourtant cette musique-là, et ce qu'on performe dans le spectacle, ne forme plus qu'une communauté. Et c'est pour ça encore et toujours que les spectateurs montent sur scène. Ils font partie de cette communauté. Donc la limite de cette salle est il n'y a pas de détruite. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il y en a une dans le moment de la représentation, mais dans par rapport à l'histoire du théâtre, par rapport au fait qu'ils ont acheté un billet et on n'est pas dans une boîte, ils ne sont pas allés dans une boîte, ils sont allés au théâtre. Donc tout repose là-dessus, sur cette tension entre c'est nous, ça nous appartient, on peut le faire, et non, attention, on est dans un contexte codifié où normalement on ne va pas se mettre à danser. Or, je peux te raconter pendant 48 heures des histoires de spectateurs qui sont intervenus de manière chacun différente, parfois très créative, parfois très violente, sur le déroulement du spectacle. Mais qui du coup rend le spectacle, qui est la preuve de l'efficacité du spectacle, parce que, et particulièrement dans la danse, le rapport qui s'effectue entre le spectateur et le danseur, il y a un rapport de désir très fort, de projection, et d'être celui qui danse. Et là, c'est rendu possible, donc les gens montent sur scène. Il y a une consommation assez visible, la consommation du spectacle est rendu possible. Je peux consommer, je peux ça m'appartient. le consommer. Et puis surtout, il parle de moi.
Je ne parle pas de la musique carnatique de l'Inde du Sud. C'était ça vraiment l'opération que j'ai choisie, qui était déjà dans Shirtology avec les t-shirts qui appartiennent à tout le monde. Des fois, dans la salle de Shirtology, il y avait des gens... enfin, c'était un des grands trucs il y avait quelqu'un qui portait le même t-shirt que l'acteur. C'est arrivé. Et là, alors que normalement, un costume, tout ça est fait pour se séparer. C'est une des forces du théâtre. C'est cet espace de création, enfin, où on crée sur scène un truc totalement différent de là où on est. Or là, non, je suis dans le même temps. Nous sommes dans le même temps. Regarde, ils sont habillés. Là, j'ai parlé des éventails et tout ça. Ils sont en short et en tongs. Ils sont habillés parce qu'il fait chaud. Et il n'y a pas de costume dans cette pièce. Ils s'habillent le jour, avec la température qu'il va faire dans la journée. Et donc ça crée une empathie. Et aussi, j'ai ce Mathias qui est imposant comme ça, qui n'a pas vraiment la typologie du danseur. J'ai Gisèle Tremet qui a 65 ans. Donc j'arrive à créer des liens de proximité entre le spectateur et l'acteur. Et pourtant, moi, pourtant, je suis pas DJ, je fais pas une fête. Je fais un spectacle. Donc je veux que les gens regardent ça. Je veux qu'ils, eux, performent le spectateur. Ça ne m'intéresse absolument pas. D'abord, ça serait absolument atroce que j'invite tout le monde à venir danser à Macarena. Je serais quand même un peu... Ce qui m'intéresse, c'est que eux se voient eux-mêmes danser, se voient eux-mêmes agir, comme cette scène très très simple où ils se prennent dans les bras. Mais se voient aussi eux-mêmes en tant que spectateurs. Oui. Le spectateur est continuellement renvoyé à sa Puisque place. Toutes les choses qu'on montre, nous avons été aussi spectateurs de ces choses-là. Du ballet, de Macarena, on a vu ces choses-là. Ces chansons, on les a entendues, on a vu des représentations dessus. On a dansé, on a regardé des gens danser dans des boîtes sur ces chansons-là. Mais pour moi, la chose évidemment la plus importante, c'est d'être assis dans le noir et de regarder ça, même si a priori, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on peut le voir n'importe où. Mais le contexte du théâtre va produire obligatoirement, enfin j'espère, une réflexion sur ces actions.